Bonsoir Jean. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. Oh là là, mais tu vas trop vite. Eh oui. C'est insupportable. Et aujourd'hui, oh là là. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je sais. Moi, je m'en fous. Je dis bonsoir tout le temps. Ah oui, Comme on ça, il dit n'y a bonsoir. pas d'erreur. Tu penses que les gens l'écoutent le soir, le podcast, c'est pour ça? Bah, il sort à 18h. Ah. Donc c'est pour ça que je me dis. Ok. Voilà. Mais vu qu'il peut s'écouter un peu n'importe quand, tu peux dire bonjour. Bonjour, bonsoir. Mais comme j'en ai marre de la blague de bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir et bonjour à ceux qui nous écoutent le matin. T'es un enfoiré, c'est exactement ce que j'ai mis. Je sais plus quand. Mais tout le monde l'a fait, ça là, donc je préfère Bah dire ouais. bonsoir. De toute façon, Ok. de base, quand je rentre dans un endroit, je dis bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ah, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de mes tics de langage. On est là pour parler neurosciences, du coup. Avec une Yes. collègue de Laura. Avec une collègue de Laura, voilà. On a C'est reçu, la fameuse Emmanuelle qu'elle nous a recommandé dans l'épisode 4, du coup. C'est ça. Ça va bien? Oui, ça va. Et vous? Bah, ça va super. Nickel. Du coup, tu travailles en neurosciences. Yes. Et tu travailles aussi, attention le piège pour Robin, sur le craving. Qu'est-ce que le craving, Robin? Mais le craving, c'est une sorte d'envie involontaire qui peut apparaître un peu n'importe quand. Mhm. Et c'est ce que Laura a étudié du coup dans son schéma. Attention, fuse, craving, rechute. Oh là là, Yes. Ah, putain, vous avez bien incroyable. briefé, Laura, hein. Je croyais tellement piégé, mais il t'a tellement traumatisé cet Et épisode non, que... parce que je suis encore en train de le monter à l'heure où nous enregistrons. Ah yes. Donc non, je suis encore un peu dedans. Ok, je suis mais content. super, mais je suis ravi comme ça. Ça remet dans le bain pour tout le monde. Voilà. Alors on va préciser dès maintenant, je pense qu'il sera conseillé d'avoir écouté l'épisode 4 du coup avec Laura en addictologie, parce qu'on risque certainement d'y faire allusion. Oui, voilà, d'y faire allusion, ou alors du coup pas de passer vite dessus, mais du coup par exemple là on vient de définir le craving, on avait passé un bon moment dessus je pense la dernière fois. Oui. On va tu vas nous rappeler ce que c'est bien sûr Emmanuel, mais voilà. Dans la vraie définition et pas moi, celle que je donnais. Exactement. Eh ben on t'en prie. Et ben, t'as plutôt dit le bon truc, hein. Le craving, c'est une envie irrépressible de consommer une substance. Et effectivement, c'est ce que du coup je vais étudier dans ma thèse. C'est d'abord de voir si le craving, c'est pas le premier symptôme qui arrive dans le cycle de l'addiction, et de rechercher, c'est plutôt exploratoire, mais c'est d'aller trouver les biomarqueurs de symptômes. Alors qu'est-ce qu'un biomarqueur? Un biomarqueur, c'est une bonne question déjà. Un biomarqueur, c'est ce qui va marquer physiologiquement le symptôme. Donc, un biomarqueur, ça peut être par exemple la glycémie dans le cas du diabète. Donc, c'est un peu ça. Le problème des maladies psychiatriques dont fait partie l'addiction. Parce qu'on rappelle juste que l'addiction est une maladie. Tout à fait. C'est une maladie, ouais, et doit être considérée comme telle. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui on peut pas aller faire une prise de sang pour dire ok, là il y a une dépression, là il y a un trouble anxieux, ou il y a une addiction, effectivement. Il n'y a aucune maladie, on dit maladie psychiatrique ou maladie psychologique? J'ai peur de dire une bêtise à chaque fois. On peut dire les deux? Je pense que tu peux dire les deux. Est-ce qu'il n'y a aucun biomarqueur de aucune maladie psychiatrique? Pas à ma connaissance en tout cas. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est une addiction pour ceux qui auraient qui seraient passés très vite sur l'épisode de Laura? Ouais, alors une addiction, du coup, c'est un trouble de l'usage. Donc, c'est une perte de contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement. Donc, une substance, ça peut être, le tabac, l'alcool, le cannabis. Et puis, les comportements, ça peut être le jeu d'argent, les jeux de hasard, les troubles alimentaires aussi, les aliments. Laura, elle, nous avait parlé du craving et de tout ce système après une rechute. Ouais. Toi, du coup, ton but, c'est de le penser avant qu'il y ait même rechute, c'est ça? Ouais, alors, comme je disais, c'est plutôt exploratoire. Mais en fait, on va aller voir s'il existe... Bon, d'abord, le craving, il peut survenir avant même... on suppose que le craving peut survenir avant même qu'il y ait une addiction. Donc, on va aller regarder chez des personnes qui consomment, donc... par exemple, comme vous et moi, on consomme de l'alcool. On va aller regarder si chez ces gens qui ont du craving, mais qui n'ont pas encore forcément de troubles de l'usage, si on peut aller identifier biologiquement des marqueurs. Donc ça peut être la fréquence cardiaque, la conductance de la peau, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des variations. Donc c'est ça.
Et donc, on va aller voir ça donc chez les gens qui n'ont pas d'addiction et chez les gens qui ont des addictions. Et puis, on va voir si le craving, c'est le symptôme qui vraiment arrive en premier ou non. Ou si c'est la rechute, justement. La rechute, ça va être vraiment dans un second temps. Ok, d'accord. Donc, la rechute, on va aller voir si les biomarqueurs qu'on peut identifier chez les personnes qui ont un trouble de l'usage, on va aller voir s'il y a, je sais pas, un pattern de variation physiologique qui serait prédictif de rechute. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on aurait une association d'augmentation de la fréquence cardiaque et de diminution de la conductance de la peau qui serait associée à une rechute. Et qui aurait un autre pattern, par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la conductance de la peau pour des personnes qui ne rechutent pas. D'accord. Donc ce serait vraiment d'aller voir est-ce qu'il y aura un pattern associé à la rechute qui pourrait permettre dès l'arrêt en fait des patients de pouvoir voir ok, ce patient-là il est à risque de rechuter, on va peut-être les médecins vont faire en sorte de bien l'accompagner, de pouvoir prévenir le craving qui est un facteur de risque de rechute. D'accord. Et du coup, comment vous faites pour choisir des gens qui ne sont pas encore addicts, entre guillemets, c'est ça Ouais, c'est ça. Comment vous faites Justement, ça a été gros problème. toute la problématique. En fait, du coup, il y a une application qui a été sortie par le laboratoire qui s'appelle Canopé. Donc tu travailles aussi avec une application sur smartphone Ouais, okay, c'est ça. Et en fait, à travers cette application, on va aller proposer à des gens qui ont du craving mais qui ne remplissent pas tous les critères de l'addiction, on va aller leur proposer de participer à mon étude du coup. D'accord. Mais oui, du coup, on va aller chercher en population générale en sachant que c'est super compliqué de... Mais en fait, tu as énormément de gens qui présentent du craving, mais qui n'ont pas d'addiction, quoi. Ce qu'on disait, le craving, on en a tous... C'est comme les cues, c'est ça? Les cues, c'est le facteur qui va te créer le craving, du coup. Genre, tu vois un briquet, ça va te créer l'envie de fumer. Ouais. Ok. Mais du coup, moi, le petit détail sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est à quel moment tu fais une différence entre une envie qui est juste un truc passager et un besoin, en fait. Tu vois, genre, à quel moment l'envie devient un besoin, en fait? En fait, le craving, c'est pas une envie normale comme tu aurais envie de, je sais pas, d'un McDo ou tu vois. Là, l'envie, c'est vraiment... J'ai envie d'un McDo. Du coup, non, c'est terrible. Non, là, c'est vraiment des pensées qui sont un peu obsédantes, tu vois. Genre, c'est une envie qui est vraiment pathologique. C'est pas une envie normale. C'est impulsif. Enfin, c'est... Même pas, c'est plus que ça. Ouais, compulsif. Ouais. Il faut faire attention avec tous ces termes-là, du coup, sur l'addiction, sur ces sujets de thèse, à pas faire de raccourcis. Je trouve que c'est assez important, du coup, de bien faire attention. Tu nous coupes vraiment si on dit. Non, après, j'ai pas la parole non plus, tu vois. Non, mais je connais pas non plus tout et voilà. Ah bon? Oh bah super. Attends, je suis en première année, tranquille, j'ai 3 ans. Oui, on rappelle que Lionel est en première année. T'as commencé quand, du coup, là? J'ai commencé en décembre. Ah ouais, donc c'est très très frais. Ouais. Après, j'ai bossé sur l'appel à projet qui m'a permis de faire la thèse, donc je maîtrise un petit peu. Mais oui, je suis toute... De toute façon, rassure-toi, même après 3 ans, tu seras pas omnisciente sur ton sujet, hein, t'inquiète. J'imagine, heureusement. Et donc toi, tu vas plus spécifiquement travailler sur... donc ce que j'ai vu à la fin de ton titre de thèse, c'est que tu vas travailler sur l'addiction... Une addiction spécifique, du coup. Ouais. Enfin, trois addictions spécifiques. Ouais. Tabac, alcool et cannabis. Yes, c'est ça. Ok. Parce que c'est globalement les addictions les plus fréquentes en France. Ouais, c'est ça. C'est les plus fréquentes. Je sais qu'en Europe, on est les plus gros consommateurs de cannabis. Allez. Cocorico, j'ai envie de dire. Ouais, c'est insupportable. Et puis l'alcool et le tabac, c'est hyper répandu. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que c'est plus facile à trouver? Aussi, ouais, tout à fait. Parce que peut-être que des héroïnomanes ont moins envie de savoir de donner l'image qu'ils le sont et qu'ils se le cachent plus. Alors qu'en vrai... Oui, c'est moins facile effectivement à trouver, alors que le tabac, l'alcool, tout le monde consomme au final. Il y en a qui en sont fiers en plus. Oui, complètement. Non, mais c'est terrible. Ah, oui. C'est très français, de toute façon, d'être fier de... Ouais, c'est aussi beaucoup dans la culture. Nous, on fume et on boit, ok. Allez mourir. Le cancer. Pardon, je me lâche un peu. J'adore les gens qui fument et qui boivent.
Oh là 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 là, mais tu nous enchaînes. Ouais, pardon. Et du coup, ça va être quoi la différence entre... Enfin, il n'y a pas vraiment du coup de différence dans l'addiction entre le tabac, l'alcool et le cannabis. Tu standardises un peu l'addiction ou est-ce qu'il y a une addiction spécifique pour le tabac, pour l'alcool, pour le cannabis? Non, il n'y a pas... Enfin, il y a il y a plusieurs substances dans les addictions. Enfin, genre, mais il n'y a pas une addiction... Comment dire? Ouais, y a c'est pas des l'addiction. substances différentes, mais l'addiction est la même. La pathologie est la même, les symptômes sont les mêmes, etc. Ok. Donc voilà. Et après, oui, ça va être au niveau des analyses derrière qu'on va essayer de différencier par rapport aux substances. Mais le protocole est le même, les patients suivront le même schéma, etc. Tu cherches du coup, t'analyses du coup un peu aussi l'impact qu'ont chacun de ces addictions sur le corps du coup en fait. Non. En fait, Ok. je vais aller utiliser un capteur portable, donc une montre, un peu comme une Apple Watch. Ok. Et je vais aller regarder si les personnes, quand elles présentent du craving, il y a une variation au niveau physiologique. C'est-à-dire, par exemple, si moi, là, j'ai une envie très forte, donc du craving, je sais pas, pour fumer, par exemple, je vais aller voir s'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une modification au niveau de la conductance de la peau, de la température, machin. Okay. Donc je vais pas aller voir le niveau biologique, je vais pas aller chercher, je vais pas faire une prise de sang. Par contre, je vais aller voir au niveau des paramètres physiologiques si ça bouge en fait. Et donc du coup ça c'est parce que pour moi du coup un biomarqueur c'était vraiment quelque chose c'était une molécule pour moi, mais en fait non, un biomarqueur c'est clairement un la biomarqueur température, c'est un marqueur physiologique. Okay, donc ça peut être effectivement comme on disait tout à l'heure genre la glycémie. Mais non, je vais pas faire une prise de sang en tout cas. Ouais. Et du coup, cette montre, elle est reliée du coup à l'application. Et après, j'imagine, de ce que j'avais compris, les gens qui disent, en gros, avec leur application, ils disent quand est-ce qu'ils ont eu du craving. Et après, du coup, tu arrives à relier le moment où eux, ils ont déterminé qu'ils avaient du craving avec peut-être le moment où la montre s'est mise à capter. Ouais, alors en fait, il y a deux modalités. Il y a, je suppose que Laura vous a parlé de l'EMA. Non, mais moi, je sais vaguement ce que c'est. Okay. Moi, j'en ai aucune idée. Alors, l'EMA, c'est l'Ecological Monetary Assessment. Et donc là, c'est une application sur téléphone portable qui permet de rapporter quand tu as du craving, rapporter quand tu consommes, etc. C'est donc un téléphone qu'on peut prendre en ambulatoire et qui permet une évaluation vraiment en vie quotidienne et non pas en laboratoire, parce qu'en laboratoire, on sait qu'il y a des biais. Okay, si, elle nous en avait parlé, mais je crois pas qu'elle faut faire venir les gens, se sentent jugés et tout, alors que là, ils sont avec le téléphone. Voilà, et puis tu vois, genre, il y a plein de trucs, genre, t'es dans un laboratoire, déjà, c'est stressant, tu vois, enfin, il y a plein de biais. Là, au final, t'es avec ton téléphone chez toi, tranquille, dans ton environnement naturel, et en fait, tu vas répondre 4 fois par jour à des questionnaires. Et donc, tu vas pouvoir aller dire sur un questionnaire si t'as du craving ou si t'as pas de craving, et après, on utilisera cette variable-là pour la relier à la montre en disant ok, là il a eu du craving, on va voir ce qui s'est passé sur la montre, est-ce qu'il y a eu des changements. Et après il y a le téléphone et il y a aussi le sujet qui rapportera lui-même s'il est capable de le rapporter, parce que Laura a dû vous dire que certains patients ne sont pas capables de dire qu'ils ont du craving. Il ira il y a un bouton sur la montre et il pourra dire s'il a du craving à ce moment-là. Ok. Et je vous ai perdu ou pas ? Non, j'essaie de réfléchir aux prochaines questions que j'allais te poser. Et je me demandais si dans vos études, parce que dans ce que vous faites là avec l'analyse des patients, on appelle ça des patients ou on appelle ça des... C'est des patients, directement. Ouais. Déjà, est-ce que tu les rencontres toi aussi ? Ouais. Okay. En fait, au pôle addictologie, donc c'est un XAPA. Mm-hmm. Donc c'est un centre où on accueille des patients. Enfin, en gros, il y a une partie clinique et une partie recherche. Nous, on est dans la partie recherche. Mais nous, on s'occupe de faire les bilans avec les patients. Et donc oui, bien sûr, on les rencontre. Ouais. Ok. Et est-ce que, en plus du coup de ce travail fait avec eux, avec les données que tu récoltes sur le téléphone et la montre, est-ce que dans ta thèse, tu sais déjà s'il y aura un chapitre avec des analyses plus directes sur le corps ? Tu disais que tu vas faire de prise de sang, mais est-ce que tu vas faire... en plus d'analyse de fréquence cardiaque, je sais pas moi, des analyses par IRM ou par scanner ou des trucs comme ça, non, ou ça ne rentre pas du tout dans non, c'est pas du tout prévu, non. Okay. Non, parce que
Enfin, en plus, c'est beaucoup plus invasif qu'une montre. Oui. Tu vois, genre. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était pour aller sur le chemin de une thèse en neurosciences. On va pas forcément travailler directement sur le cerveau. Le cerveau, ouais, carrément. Sur le cerveau, le vrai cerveau, je veux dire, mais sur plutôt ce qui englobe le comportement, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, comme l'addiction, c'est une maladie du cerveau aussi, ça rejoint aussi tout à fait ça. C'est aller voir comment se manifeste l'addiction et comment on peut faire en sorte de la prévenir. Donc, tu vois, en identifiant genre des biomarqueurs, ça permettrait de la prévenir, de dire là, attention, vous consommez, vous n'avez pas encore d'addiction, mais peut-être que ça craint, tu vois, pour les mois à venir. Ouais, donc ça, c'est vraiment dans l'aspect préventif de ce sujet, quoi. Ouais. T'es au début de ta thèse, là, actuellement. Ouais. Est-ce que tu vois déjà Est-ce que tu as déjà observé Parce que beaucoup de gens nous disent, au début, je suis parti là-dessus, et on a dévié, ou on a recentré le sujet, etc. Est-ce que tu as déjà eu ça? Ou pas encore? Pour l'instant? Non. Non. Pour l'instant, pas encore, ouais. Non, pour l'instant, pas encore. Tu es toujours dans la collecte de données actuellement? Là, pour l'instant, donc en recherche clinique, on s'occupe de créer les protocoles pour les comités de protection des personnes. Du coup, je suis dans la rédaction de ça et donc créer toute la méthode, comment je vais analyser mes données. Et ça, c'est un peu le domaine un peu flou pour l'instant de la thèse, mais j'ai 3 ans pour résoudre ce truc, donc ça va aller. Mais non, pour répondre à ta question, non. D'accord. Donc tu es dans la phase préparative de ce qui va arriver, plus ou moins? Comment? Tu es dans la phase préparative un peu de ta thèse, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de dossiers à faire en fait, pour pouvoir commencer les inclusions et pour pouvoir commencer les études. Ouais, vous avez un gros boulot administratif, patient, tout ça. Et du coup, protection des données aussi. D'accord, ça Comme dirait Laura, nous, on n'a pas des souris de laboratoire. Ah oui, c'est vrai, putain. Le point d'honneur. Et du coup, tu dis que tu as participé à monter le projet. Attends, c'est quoi? Alors, en fait, pour avoir la thèse, du coup, j'ai répondu à un appel à projet donc, de l'Institut national du cancer et de l'Institut de recherche en santé publique, qui, en gros, faisait un appel à projet pour doctorants, machin. Et donc, du coup, j'y ai répondu et j'ai réussi à l'obtenir. Et du coup, oui, il y a eu tout un processus de rédaction du projet, de qu'est-ce qu'on allait faire exactement, comment on allait faire ça, comment on allait répondre à ces questions, etc. Donc, ça a été quelques mois où j'avais déjà les pieds dedans. Et c'est avec ton laboratoire que tu as fait ça? Ouais, okay. Avec toute l'équipe. Toute l'équipe. Et du coup, c'est une thèse qui est financée par l'Institut du cancer et l'Institut de... Ouais, c'est ça, l'Institut national du cancer. Donc, c'est une thèse cofinancée, c'est pas une thèse CIFRE. Et moi, je savais pas. Tu vois, on parle souvent dans ce podcast de comment les personnes accèdent à la thèse, quel est leur financement. On a eu des gens qui sont pas financés et du coup qui font un travail à côté. En sciences, on sait que c'est pas trop possible. Et du coup, je savais pas que tu pouvais, toi, en tant que... Du coup, tu étais en master, j'imagine? Ouais, master. Je venais juste d'avoir mon master. Ouais, tu venais d'avoir ton master. Ouais. Je savais pas que tu pouvais répondre en tant qu'étudiant ou fin d'études à un appel à projet de toi-même. Tu es accompagné avec ton équipe et ton labo. Ouais. Mais je savais pas que tu pouvais répondre directement à un appel à projet. Pour moi, c'était les directeurs de recherche qui le font et puis après, tu postules au sujet qui décide. Justement, je trouve que c'est hyper flou de savoir comment obtenir une thèse en fait. Et moi, je sais que j'étais carrément paumée en master en me disant mais punaise, avoir la bourse de l'école doctorale, c'est genre impossible. Mais les gens pensent aussi qu'il y a que ça pour faire une thèse. Ouais, alors que pas du tout. Enfin, je vois, il y a plein d'offres quand même pour faire des thèses, ça va, il y en a quand même pas mal. Ouais. Et en sciences, attention. En sciences naturelles, je veux dire. Oui, pardon. Sciences dures. Ouais, alors je me suis fait engueuler la dernière fois quand j'ai dit ça. J'imagine, ouais. Au concours ma thèse en 180 secondes. Ici, j'ai déjà parlé de sciences dures et de sciences molles, mais c'est parce qu'on avait interviewé Robin, qui est de la vieille école. En fait, on dit sciences naturelles et sciences humaines et sociales. D'accord. Donc je m'excuse. Donc on le saura pour maintenant. On ne parlera plus de sciences dures et de sciences molles. Sauf si ça te fait plaisir. Après, on s'en fout, en fait. Bon, moi, je suis pas thésard, donc je m'en fous. Mais je respecte les thésards. Donc vous vulgarisez, monsieur. Ok, donc mais après, ça peut être c'est carrément une bonne chose de monter un projet, parce que déjà, en tant que thésard, pour la suite, si tu veux continuer dans la recherche, tu sais comment on monte un projet. Et c'est hyper important. Ouais. Moi, je sais pas comment on monte un projet. J'ai fait partie en master, j'étais avec ma directrice de thèse, et je sais comment elle a monté le projet, mais
il y a des parties de mon rapport de master qui est dedans l'appel à projet, mais je n'ai à aucun moment intervenu dans la rédaction du projet, quoi. Mais ça, c'était super intéressant parce que, pour le coup, c'est pas moi qui ai obtenu c'est moi qui ai obtenu la bourse dans le sens où c'est moi qui fais le doctorat, mais pour le coup, c'était vraiment un travail d'équipe et voilà. Mais c'était méga intéressant justement de monter tout le projet, de voir vraiment ce qu'on allait faire, de partir juste de questionnement en fait. Pour le coup, vraiment faire de la recherche. Ouais, ça c'est fou. Partir de questionnement et d'arriver à quelque chose de très concret derrière. C'était trop cool. Mais alors du coup, tu es en train de dire que quand t'es arrivé, il y avait encore tout à faire de la thèse, quoi. T'as pas commencé ta thèse directement en disant bon ben là on va chercher les données, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Ok. Non, je suis en fait en master 2, j'ai fait mon stage là-bas. J'étais sur un tout autre T'étais sujet. même pas sur ça en master? Non, j'étais pas du tout sur ça. Okay. Et puis après, il y a un appel à projet qui est sorti. Et on s'est dit, bon, bah vas-y, on postule. Et il y avait déjà des idées dans le labo de la suite des projets, quoi. Et puis voilà, on a foncé dessus. Et du coup, ce que Laura nous disait aussi sur vos sujets en neurosciences, sur le craving, sur les cues, tout ça, au niveau bibliographie, vous n'êtes pas très fourni, non? Ou il y a quand même pas mal d'études qui ont déjà été faites? En tout cas, moi, sur mon sujet, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Ça aussi, ça peut faire, ça peut foutre le vertige en vrai de se dire, bon, ben là, je me lance dans un truc. Ah non, mais carrément. Est-ce que tu te demandes des fois pourquoi tu as fait ça? Non, mais j'ai un énorme syndrome d'imposteur. Laura me dit que c'est normal et que c'est partagé par tous les thésards, mais je me dis toujours. Je valide de ouf. Ouais. Je me dis toujours, mais punaise, ils se sont trompés. Enfin, je suis pas faite pour... Surtout si tu as monté le projet, non. On part dans une autre dimension de ce podcast, on va te rassurer. non, mais oui, chez les doctorants, il y a souvent des difficultés. Et les difficultés, il y a aussi le syndrome de l'imposteur chez beaucoup de thésards. Et parce que aussi, on voit des gens qui travaillent et on se dit, mais attends, alors, lui, il travaille trop bien, moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est faux, lui aussi, il a ses faiblesses et des moments difficiles. Et non, c'est pas le syndrome de l'imposteur, si on t'inquiète. Je te propose qu'on fasse une partie détente pendant le podcast. On appelle ça détente et vous. Détentez-vous. Je déteste. Mais d'ailleurs, j'étais super étonnée quand j'ai vu votre podcast. Parce que je pensais vraiment que c'était genre taisez-vous EZ. Et en fait, pas du tout. Et j'étais là, mais. C'est un jeu de mots, c'est l'adore les jeux de mots. J'hésitais entre les deux. Et je me suis dit que c'était plus sympa de dire la thèse et vous. Oui, tout à fait. Mais quand Laura, elle m'en parlait, j'étais persuadée que c'était EZ en fait. Non, parce que j'hésitais entre les deux. Thèse et vous. Thèse et vous. Donc du coup, pour le moment, ta thèse, ça va, ça se passe bien, malgré le syndrome de l'imposteur. Ouais, non, ça se passe bien, c'est cool. En plus, j'ai la chance de bien m'entendre avec mon équipe, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est vrai. Tout le temps le cas, en tout cas. Je confirme. Qui a dit ça? C'est moi, bien évidemment. Très bien. Parce que moi, j'ai pas de race. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ton sujet du coup donc c'est toi et ton équipe qui a défini le tabac, le cannabis et tout pour des raisons de pas de facilité mais presque de facilité. C'est ça. Et est-ce que toi personnellement, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus perso, mais c'est des sujets qui t'intéressent ou c'est ça t'intéresse le craving, l'addiction, tout ça de base, ou t'es arrivé on t'a proposé ça et t'as foncé? En fait, je sais pas pourquoi, mais genre depuis que je suis ado, je m'intéresse trop aux addictions. Genre, quand j'étais en première, déjà mon TPE, c'était sur l'addiction à l'alcool. Ah oui, d'accord. Ouais. Et après, je me suis toujours dit que j'aimerais trop faire une thèse dans les addictions, et en plus en recherche clinique. Donc là, c'était parfait, quoi. T'étais gothique au lycée? Non, mais pas. Mais je crois que j'ai un peu des tendances émo, tu sais, genre avec les mèches de couleur, tu vois, un peu. Non, alors du coup, t'es vraiment sur un sujet qui te passionne depuis gay longtemps, en fait. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est cool de pouvoir arriver jusque-là et de continuer à en faire. Ouais, mais je pensais pas y arriver. Hein. Mais t'es pas un peu fier, quand même? Si, je suis trop fière. Donc t'es fier et imposteur. Ça va pas du tout ensemble, je te rassure. En vrai, je trouve ça fascinant de réussir à faire une même continuer les études dans un domaine qui te plaît le plus longtemps possible, quoi. Et je crois qu'il y a un vieux dicton qui dit que... Allez. Je sais pas exactement. C'est pas grave, écorche-le. Mais en gros, fais un boulot que t'aimes et tu bosseras pas un jour de ta vie. Un truc comme ça. Oui, je vois. Je vois ce dicton. Moi, j'avais habille-toi pour le métier que tu veux avoir et pas celui que tu fais. Marche aussi. Mais bon, vu que c'est un podcast, c'est un peu con. Ouais, t'es à poil.
Et du coup, attends, parce que j'avais une très bonne question, je l'ai perdue. Très bien. Oui, non, si voilà, ça je sais. C'est ce qu'on avait aussi demandé à Laura. Est-ce que du coup, quand on est dans un sujet comme ça, sur l'addiction, Oui. moi par exemple, je travaille sur une science sur le vin et tout, mais bon, quand je reçois du vin, je vais pas m'amuser à analyser les molécules qu'il y a dedans, tu vois, genre ça m'intéresse pas. C'est complètement autre chose. Et quand on travaille sur l'addiction ou sur des sujets comme ça, est-ce qu'on n'a pas tendance à s'auto-diagnostiquer et diagnostiquer les autres? Après, en tant que doctorant, on diagnostique pas parce qu'on n'est pas médecin. Non, oui, pardon. Mais que oui, t'auto-analyses, je pense que je suis un peu chiante. Enfin, je pense que je suis relou. En vrai, mes potes, quand ils boivent un coup de trop, je suis là, bon, les gars. Vous avez rechuté. Mais après, je suis contente aussi d'avoir toutes ces informations-là parce que je me dis, on est tellement baigné aussi dans la société par l'alcool, par le tabac. Enfin, c'est une réalité que je pense que c'est cool d'avoir conscience de certains trucs sans exagérer. Enfin, faut aussi prendre du recul. Non, mais je pense que faut aussi prendre du recul. Enfin, moi, ça m'empêche pas de me prendre une cuite le samedi soir. Et tant mieux. Enfin, Oui, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ta thèse qu'on aurait oublié de parler On a parlé du but. Non, voilà, le but. C'est quoi le but de ta thèse? Alors, le but... Alors, attention, on n'est pas... Je te vois réfléchir en mode, alors attendez, qu'est-ce que c'est T'es dans les 6 premiers mois, hein, tu nous donnes le but provisoire. Ouais, le but provisoire un peu... même ton but à toi, tu vois, genre, est-ce que c'est dans les grandes lignes, soigner l'addiction ou genre reconnaître... Non, prévenir l'addiction. Prévenir l'addiction, c'est vraiment le but de cette Ouais, thèse. je pense, ouais. C'est déjà pas mal, je pense. Attends, ouais. prévenir l'addiction, attends. Déjà que c'est une maladie qu'on prend pas au sérieux, Ouais. si tu peux déjà commencer à pouvoir dire, bon ben là, il y a début d'addiction, c'est cool. Mais du coup, à terme, le fait de prévenir l'addiction, ça pourrait... je pense qu'on pourrait l'empêcher, ça serait possible dans un futur lointain, du coup, empêcher une addiction ou plutôt justement la réguler ou... Ouais, la réguler, je pense que ce serait cool. Je pense que c'est ce que tous les addictologues voudraient. Enfin... Et les personnes addictes qui veulent se faire soigner aussi. Bien sûr. Pardon, pas les personnes addictes, les personnes atteintes d'une addiction. Exactement. J'ai repensé à ça. J'ai peut-être fait la faute dans le podcast, mais c'est vrai. J'ai certainement fait la faute aussi, j'en ai Qu'est-ce que... Moi, j'ai une question, du coup, pendant que tu réfléchis. Ouais. Est-ce que... Bon, encore une fois, tu es au début de ta thèse, mais tu le sais certainement déjà. Est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu fais autre chose dans ta vie que la thèse? Parce qu'on a eu des gens qui font que ça, on a des gens qui font d'autres trucs à côté, donc ultra passionnés, donc il faut qu'ils fassent que ça. Toi, tu te situes comment par rapport à ta charge, tes arts, boulot? Est-ce que tu vois ça comme un travail? Est-ce que tu vois ça comme une passion? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Comment tu te détaches de ta thèse aussi? C'est une bonne question, en vrai. Oui, est-ce qu'il faut que tu sois à fond dedans? Parce qu'il y a deux écoles. Moi, je sais qu'il faut que je fasse. Je te prends mon exemple. Ouais. Moi, je fais ce podcast à côté. Ça m'aide à prendre du recul sur ce que je fais. Je rencontre des gens, tout ça. À côté, je fais un peu de vidéos. Tu es scénariste. Hein, voilà, donc je fais des trucs à côté qui me sortent complètement de la thèse. Et ça me permet de, quand j'ai fini mes trucs, dès que je suis dans ma thèse, en fait, je suis à fond. Tu vois, genre, je fais ça de 8h à 17h ou 18h. Et après, je sors, je fais autre chose. Tu vois. Il y en a, il faut qu'ils soient tout le temps dans ça pour y arriver. Toi, est-ce que tu as un truc déjà? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as senti? Moi, j'adore la thèse et je suis vraiment passionnée par ce que je fais, donc c'est cool. Après, non. Moi, les week-ends, j'ai d'autres passions aussi. La cuite du samedi soir. Exactement. Non, mais on reste... parce que... Non, franchement, moi, il y a des trucs, ça peut faire flipper. Genre, ceux que t'entends, ils disent « Ouais, ça, c'est ma vie. » Quand tu te lances dans une thèse, tu fais « Alors, si c'est pas ma vie, est-ce que je vais y arriver ?» tu vois. Ah, mais oui. Moi, j'ai plein de potes qui me disaient que la thèse, ça te prenait genre beaucoup trop de temps, que t'avais pas le temps de faire d'autres choses à côté. Et moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit « Non, mais moi, il y a trop de choses d'autres que j'aime dans ma vie et que j'ai pas envie de lâcher, quoi. » Mais ouais, c'est important. Et aussi, c'est important parce que moi, là, on parlait de choses un peu spécifiques à faire à côté. Mais voilà, les thésards sont des gens comme tout le monde et on aime sortir, faire. C'est compatible de faire ce qu'on veut à côté de la thèse et la thèse. J'espère. Bah oui, non, mais parce qu'il y en a, ils pensent que non. Bah oui, non, mais moi je suis arrivée en thèse, j'étais persuadée de ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Après j'ai rencontré Laura. Donc... Très bon exemple. Elle détend. C'est pour ça aussi peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est que tu crois qu'il faut faire que ça, mais au final non. Ouais, c'est vrai. Très bien sans. Ouais. C'est l'idée, c'est que la thèse, c'est pas que n'importe qui puisse la faire, mais un peu quand même aussi, quoi. Oui, bah, bien sûr. Ça demande un certain niveau, mais
On ne demande pas d'être Einstein pour faire une thèse, quoi. Bah non, certainement pas. Bah, sinon, je ferais pas de thèse. Et moi non plus, hein. Moi, j'en fais pas, tu me diras, mais... Je l'ai pas dit, t'en fais pas. Eh ben, écoute, Tu veux passer à ton interro? je vois pas trop quoi rajouter d'autre, donc on peut passer à l'interro. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur ce que tu nous as dit pour le moment? Non. Ok, pas. ça marche. Eh ben, on va passer à l'interro de Robin. L'interro de Roro. Celui-là, tu vas le détester cet épisode, je suis désolé. Putain, l'interro de Roro. Non, l'interro Roro. Bah allez, meurs. Non. Si t'en chéris, je suis en chéri, attention. Tu connais du coup un peu le principe? Ouais. Voilà, donc je vais essayer de résumer ta thèse. Si jamais tu vois que j'oublie quelque chose, t'hésites pas à nous le dire. Et voilà. Tu peux mettre une petite note à la fin, si ça te fait plaisir. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien noter. C'est ça. Donc, tu es venu nous parler d'une thèse en neurosciences qui porte sur le craving. Le craving, du coup, c'est une envie involontaire qui est... Putain, j'avais le mot compulsive. Ouais. Voilà. Et ton but, c'est de savoir si le craving a un impact biologique sur le corps. Ouais. Et si, du coup, on peut le repérer avant une addiction. Avant et pendant aussi. Et, avant, Enfin, et pendant, du coup. ouais. Mais... Ok. Donc, du coup, c'est de savoir s'il y a des marqueurs précoces et prédictifs de cette addiction. Et tu l'as spécialisé dans le tabac, l'alcool et le cannabis. Ouais. Puisque c'est les 3 addictions les plus répandues en France. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, il y a aussi le versant de la rechute. C'est de voir s'il y a des biomarqueurs qui sont prédictifs de la rechute. Mais ça, on n'en a pas parlé. Ah, on en a parlé, ouais. Donc tu travailles aussi sur la rechute. Ouais, D'accord. c'est ça. Il y a plusieurs Donc tu fais versants. la même chose, mais pour la rechute. Ouais, après, Laura, elle est plus spécialisée dans l'inside quand même, l'inside, Oui, la rechute. complètement, ouais. Là, c'est Toi, vraiment c'est les biomarqueurs. Est-ce qu'il en existe qui soient prédictifs de la rechute? De ce que tu nous disais en mode c'est une recherche complètement expérimentale. Donc, Ouais, c'est assez exploratoire. Ouais. Enfin, il y a peu d'études pour l'instant qui ont été faites dessus, enfin sur les biomarqueurs du craving. Et du coup, ouais, c'est carrément exploratoire et c'est assez vertigineux pour le coup. Bon, tu vas y arriver. Tu travailles en relation avec Laura ou tu te sers de sa thèse pour la tienne? Ouais, je me sers de ce qu'elle fait, notamment ça justifie aussi le fait de faire ça parce que ceux qui ont un mauvais inside, donc qui sont pas capables de repérer qui ont du craving et sont pas capables de le rapporter du coup, avoir des biomarqueurs c'est d'autant plus important, c'est-à-dire que chez eux, là on pourrait aller voir. Et oui, tu peux montrer directement que... Ouais, sans même qu'ils aient besoin de le rapporter en fait. Est-ce que Robin a réussi sa petite interro? Ouais. Oh putain. Bravo. Parce que faut savoir que le sujet de l'addiction et les neurosciences, c'est sa bête noire depuis l'épisode de Laura. C'est vrai ? Ça a été très compliqué. Le résumé a été très laborieux. Il a été assez laborieux. Déjà, il y avait beaucoup de termes que j'avais pas forcément très bien compris. Ouais, mais maintenant, du coup, après avoir réécouté et monté le podcast sur l'addiction, là, t'étais rodé. Là, je suis on fire sur la. Non, mais du coup, l'addiction. il était bien sur les premiers. Après, il a fait une rechute sur celui de Laura. Et du coup, il culpabilise. Enfin, il avait du mal et tout. Est-ce que je suis pas un peu addict au podcast? Quel enfer. On fait tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire. Complètement. Ne dites pas je suis addict à quelque chose si vous aimez bien quelque chose. Voilà. C'est nul de dire ça, ok? Voilà, être passionné ne veut pas forcément dire être addict. Mais oui. C'est comme tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, les termes psychiatriques qu'on utilise, genre je suis borderline, t'es schizo. Ah ouais, non, en vrai, c'est terrible pour les gens qui le sont vraiment de... Ils sont mal considérés. Schizo, j'ai l'impression que ça va mieux aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, effectivement, direct, la schizophrénie, ça partait très vite. Et surtout, c'était confondu avec le dédoublement de personnalité. Certainement dû à Hollywood et avec tous ces films qui traitaient de ça. Parler de schizophrénie pour Fight Club. On va dire non, c'est pas de la schizophrénie. Donc voilà. C'est sympa, c'est bien de remettre ça de remettre ça au clair. Et si jamais vous avez encore des questions sur ce sujet, on a un Discord sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre. Il y aura très certainement Emmanuel avec nous. N'hésitez pas à embêter Emmanuel et Laura sur l'addiction, si vous voulez. Avec des questions pertinentes, bien évidemment. Il y aura un petit salon pour pouvoir représenter la thèse d'Emmanuel et de tous les anciens doctorants qui sont passés, futurs doctorants. Avec aussi un petit salon pour aller plus loin si jamais Emmanuel souhaite nous inonder d'informations qui nous passionneraient.
On est sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. YouTube, Instagram. et Ocha qui héberge tous les podcasts d'Audiomori. N'hésitez pas à partager ça autour de vous, à venir mettre des petits 5 étoiles, des trucs qui nous permettraient de remonter un peu le podcast dans les tendances. Ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Et, si vous êtes doctorant, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes doctorant, n'hésitez pas à venir nous contacter sur Facebook, Instagram, déjà, peut-être Twitter un jour, si j'ai pas la flemme. Pas sûr. Vraiment, pas sûr. Mais bon, déjà, ça vous fait Discord, Facebook et Instagram pour venir nous contacter. On accepte toutes les thèses, on accepte les thèses finies, on accepte les thèses qui se commencent. Et alors, ce que j'adorerais avoir, c'est quelqu'un qui a arrêté sa thèse. Ouais, c'est prévu. J'ai un contact avec quelqu'un, j'espère pouvoir le faire venir très bientôt. Bah, ça serait avec plaisir. Mais voilà. Merci Emmanuel d'être venu parler Merci beaucoup. Avec de plaisir. ton podcast. Salut Jean. Salut, à bientôt. À bientôt. De te revoir.